Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre deuxième épisode de la série Virage. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour cette téléconférence en si grand nombre. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, ou je devrais dire mardi, Virage est une série qu'on espère nous permettra de réimaginer le Nouveau-Brunswick dans un contexte post-pandémie. Donc, on a pour vous 8 épisodes avec des enjeux importants puis des invités vraiment pertinents. Cette semaine, la collaboration régionale, c'est notre sujet. Au Nouveau-Brunswick, on est 775 000 habitants qui est éparpillés à travers de 73 000 km². La façon dont on collabore entre régions, c'est primordial pour l'avenir de notre province. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je me présente. Je m'appelle François Poirier, je suis étudiant en marketing à l'Université de Moncton. Je suis passionné de politique puis du monde des affaires, donc c'est moi qui serai le modérateur pour la série Virage du côté francophone. Donc, je vous rappelle que les virages, c'est des conférences qui sont enregistrées puis qui seront disponibles pour revisionnement sur viragenb.ca. Mardi dernier, on a eu la conférence sur la situation fiscale du Nouveau-Brunswick. Puis suite à la conférence d'aujourd'hui, on se dirige directement au studio avec Kodiak FM en collaboration avec l'Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick pour l'enregistrement du podcast Virage, reprise et réimagination au Nouveau-Brunswick. Le but du podcast, c'est vraiment de creuser dans les détails de ce qui va être mentionné aujourd'hui. Parce que, comme vous allez voir, 1 heure, ça passe vraiment vite dans les conférences Virage. Les podcasts, vous pourrez tous les trouver sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Puis, encore une fois, tous les liens vont être sur notre site web viragenb.ca. Donc, avant d'aller plus loin, c'est extrêmement important de reconnaître les partenaires derrière cette belle initiative. On a le Conseil d'entreprise du Nouveau-Brunswick, le Canadian Manufacturers and Exporters, Tech Impact, le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick, la Chambre des commerces de Moncton, Fredericton et Saint-Jean. On a le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, la Chambre des commerces de l'Atlantique, the Pond Dishpande Center at the University of New Brunswick, puis nos partenaires au gouvernement du Nouveau-Brunswick et de l'APECA. Encore une fois, pour la liste complète, je vous invite à visiter viragenb.ca. Donc, rapidement, pour vous mettre en contexte, avec la série Virage, on essaye non seulement de s'orienter vers le changement, mais c'est aussi de comprendre un peu les actions du passé qui nous ont amenés à où on en est aujourd'hui. Donc, pour structurer les conférences, le comité s'est vraiment basé sur les 4 nobles vérités. La première et la deuxième, c'est surtout ce qui va être abordé pendant la présentation de nos panélistes. La première, c'est quoi les problèmes ou les difficultés qui nous tirent vers l'arrière? C'est quoi la douleur du Nouveau-Brunswick? La deuxième, c'est qu'est-ce qui cause ces problèmes? Au niveau provincial, qu'est-ce qui nous a amené à ces problèmes? Finalement, la troisième et la quatrième, c'est plus ce qui va être adressé dans le temps du dialogue avec vous, le public. Qu'est-ce qui résout ces problèmes? Est-ce qu'il y a des actions qu'on peut prendre pour éviter de tomber dans les mêmes pièges? Puis comment on assure des actions et de l'engagement? Qu'est-ce que le futur pourrait ressembler au Nouveau-Brunswick? Donc, finalement, avant d'introduire nos conférenciers, on doit préciser quelques petites directives juste pour faire en sorte qu'on ait une expérience productive pour toutes. Premièrement, on veut votre engagement. Je pense que c'est la chose la plus importante. On vous encourage de participer. Vous allez voir sur Zoom, à la droite de votre écran, dans le bas de votre écran, il y a une petite fonction Q&A. Donc, ce n'est pas le chat, mais c'est le Q&A. Vous pourrez poser des questions là-dessus, puis on va faire notre possible pour que les conférenciers puissent les répondre en temps réel. Si jamais vos questions ne sont pas répondues, on va les emporter directement au podcast, puis ça nous donnera justement l'occasion de creuser plus en détail là-dedans. Encore une fois, on travaille avec la technologie. Ça se peut toujours qu'il y ait des petits problèmes techniques. Si jamais il y a quoi que ce soit, on a une merveilleuse équipe technique qui va nous aider. Donc, restez avec nous, puis on va réparer ça. Donc, avec tout ça, ça me fait plaisir de vous présenter nos panélistes. Donc, Jean-Guy Finn a enseigné les sciences politiques et l'administration publique à l'Université de Moncton avant d'occuper plusieurs postes comme cadre supérieur au sein du secteur public canadien. Il fut stagiaire parlementaire au Parlement canadien, puis il a agi en tant que conseiller au bureau conseil privé durant le processus de rapatriement de la Constitution canadienne. Il passa au gouvernement du Nouveau-Brunswick en 1983 et il fut à son tour sous-ministre de l'Enseignement supérieur et de la formation, sous-ministre de la Santé et des services communautaires et secrétaire du cabinet et greffier du conseil exécutif. Il a siégé au conseil d'administration de plusieurs organisations nationales et provinciales, dont le Conseil canadien de la santé, Forum pour les jeunes Canadiens,
la Commission de l'enseignement supérieur des provinces maritimes, l'Institut de recherche de politique publique et l'Université de Moncton. Depuis 2001, il agit en tant que consultant dans le domaine de l'organisation et de la gestion du secteur public. Il a conseillé des gouvernements canadiens sur la scène internationale, puis il compte plusieurs missions à l'étranger, dont des affections auprès des gouvernements de l'Afrique du Sud, du Qatar, de l'Éthiopie et de la Jordanie. Nommé commissaire à la gouvernance en 2007, il est aussi auteur de Bâtir des gouvernements locaux et des régions viables, plan d'action pour l'avenir de la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick. Jean-Guy, bienvenue à Virage NB. Merci et bonjour tout le monde. Donc, je vous avais justement partagé votre écran. Je pense que vous avez une petite présentation pour nous autres. Oui, alors, il me fait plaisir de participer ce matin dans le cadre de cette initiative des partenaires. Alors, je vais essayer d'être bref. Le thème de ma présentation, c'est au sujet du besoin d'une plus grande intégration politique et administrative au Nouveau-Brunswick. Une intégration politique et administrative qui reflèterait l'intégration socio-économique qui existe déjà. Et je pense que nous pourrions atteindre une plus grande intégration politico-administrative si nous adoptions des entités de gouvernance qui représentent des entités géographiques fonctionnelles. Et je vais expliquer qu'est-ce que j'entends par là dans une minute. Alors, j'essaie de passer à la prochaine slide, ce que je ne réussis pas à faire pour le moment. Voilà. Alors, au Nouveau-Brunswick, à l'heure actuelle, il existe un écart considérable dans le degré d'intégration intercollectivité qui existe au plan socio-économique par rapport à celui qui existe au plan politique et administratif. En d'autres termes, alors que nous avons un degré considérable d'intégration socio-économique, nous avons une fragmentation importante de l'environnement politique et administratif. Et je pense que ça explique un certain nombre de difficultés que nous rencontrons dans la gestion quotidienne, tant au plan provincial qu'au plan local ou municipal. C'est que nos mécanismes publics de prise de décision et de gestion ne sont pas conçus de manière à favoriser l'intégration politique et administrative. Au contraire, nous avons de nombreux facteurs qui militent plutôt en faveur d'une plus grande fragmentation. Et je m'explique. Si au plan, par exemple, au plan local, nous avons d'importants facteurs de fragmentation. Par exemple, simplement le nombre d'instances de décision. On parle de plusieurs centaines de décisions, que ce soit des municipalités, des districts de services locaux et différents types d'agences et commissions gouvernementales au niveau local. On parle, encore une fois, de centaines et de centaines de centres de décision. La taille de très grand nombre de ces centres de décision-là est relativement faible en termes de population, en termes de territoire, en termes de base de taxation. Une bonne partie de ces instances de décision locales sont structurées autour de la paroisse civile et de la collectivité locale. Toutes les politiques de taxation foncière,
repose entièrement ou tourne autour de l'instance locale, à savoir la municipalité et le district de service local. Et en termes de planification de services et d'infrastructures, cette planification-là, elle se fait presque exclusivement au plan local. Nous avons très peu de planification de services et d'infrastructures au plan régional. Il y a une absence à peu près complète de planification de services et d'infrastructures au plan régional. Par ailleurs, si on cherche des facteurs d'intégration, ils sont peu nombreux. Les commissions de services régionaux qui ont été mis en place il y a quelques années constituent un exemple d'une structure commune régionale d'intégration. Mais son mandat, leur mandat à ces commissions-là est extrêmement limité. Ça se limite à certains éléments d'aménagement du territoire et à la gestion des déchets. Il y a toute une série, par ailleurs, de structures régionales ad hoc, intercollectivités, qui existent, mais sur une base volontaire, qui ne repose pas sur une base législative. Vous avez les différents organismes de développement régionaux, vous avez des différentes agences spécialisées intercollectivités locales, mais tout ça existe de manière ad hoc et sur une base volontaire. Donc, les facteurs de désintégration ou les facteurs de fragmentation sont plus nombreux que les facteurs d'intégration au plan régional. Maintenant, si vous vous reportez au plan provincial, il y a des facteurs là aussi qui viennent renforcer cette fragmentation. Vous vous rappellerez qu'en 1974, le Nouveau-Brunswick est passé d'une province qui avait des circonscriptions en représentation multiple. En fait, nous avions une quinzaine de circonscriptions qui comptaient de 2 à 5 représentants à la législature provinciale. Donc, il y avait là des entités relativement grandes, relativement larges, qui incluaient de nombreuses collectivités locales. Donc, nous sommes passés en 1974 à des circonscriptions à représentation unique. Et c'est là que nous avons adopté 58 circonscriptions à représentation unique. Ça a été réduit depuis 49, mais le nombre est quand même, compte tenu de la taille du Nouveau-Brunswick, de sa population, le nombre est quand même assez grand. Et il y a une bonne partie de ces circonscriptions-là qui ont été conçues, qui ont été bâties autour de la collectivité locale, encore une fois. Et ce sont là autant de facteurs, si vous voulez, qui favorisent les considérations locales ou paroissiales au détriment des considérations et de la concertation régionale. En plus de ça, encore au plan provincial, les arrangements administratifs qui sont en place contribuent, elles aussi, dans une certaine mesure, à cette fragmentation dont j'ai parlé tantôt. Il y a une absence de carte administrative commune pour ce qui est de l'administration des programmes provinciaux. Il y a autant de cartes administratives qu'il y a de ministères et d'agences gouvernementales. Et de plus, vous avez à l'intérieur même d'un seul ministère, d'un même ministère, vous avez à l'occasion 3, 4 ou 5 cartes administratives différentes. Les cartes administratives ayant été conçues en fonction du programme et non plus en fonction du ministère. Alors là, ce sont autant de facteurs, encore une fois, qui jouent contre la concertation et contre la planification régionale. Ça favorise plutôt les dédoublements, plus qu'autre chose. S'il y a un endroit ou un secteur où cette fragmentation est particulièrement évidente, c'est dans le secteur des infrastructures publiques. Et je veux parler de ça en particulier parce que toute la question des infrastructures est intimement liée au développement et à la capacité de développement. Alors, j'entends ici, par infrastructure publique, c'est l'ensemble des installations territoriales
qui sont nécessaires à la prestation des services et des biens publics, mais aussi qui servent souvent à la prestation des services et des biens du secteur privé. Alors, les infrastructures, ces infrastructures publiques-là sont intimement liées au développement du territoire. On parle d'un large éventail ici de moyens qui rendent soit directement, soit indirectement possible le développement du territoire. Ces infrastructures-là sont très variées. Il peut s'agir d'installations en surface comme les routes et les voies ferrées. Ça peut être des installations souterraines comme les eaux et égouts ou des installations plus abstraites comme les communications sans fil et Internet. Tout ça, ça fait partie des infrastructures. Et de manière générale, les 3 niveaux de gouvernement sont impliqués dans la mise en œuvre des infrastructures. À l'occasion, le gouvernement fédéral, régulièrement le gouvernement provincial et régulièrement aussi les municipalités. Ce qui rend la coordination, évidemment, plus difficile compte tenu du nombre de joueurs impliqués. C'est pas très utile de toute manière d'essayer de distinguer les infrastructures en fonction du niveau de gouvernement responsable. Ça serait utile d'essayer d'établir une hiérarchie des infrastructures selon la nature de celles-ci. Alors, on peut parler d'infrastructures sous-régionales ou locales, comme les eaux et les égouts. Ça, c'est clair, évidemment, que ça appartient à la localité ou à l'entité locale. Il y a ensuite les infrastructures de type régional ou intercollectivité. On parle ici des complexes sportifs et récréatifs, des écoles, des hôpitaux, et ainsi de suite. Et il y a une troisième catégorie qui est extrêmement importante aussi au plan du développement. Ce sont les infrastructures que j'appellerais supra-régionales, à savoir que ça dépasse la région. Les grandes artères routières et en particulier les aéroports. Ce sont 2 exemples de ces infrastructures supra-régionales. Alors, à mon avis, il est extrêmement important d'établir le territoire régional comme entité commune principale de planification. Et ça, tant pour le gouvernement provincial dans l'organisation et la livraison de ces services que pour les collectivités locales. En d'autres termes, ce qu'il faut absolument arriver à faire, c'est de s'entendre sur le schéma préféré de développement à l'avenir. Est-ce que le schéma préféré de développement va être la région ou la collectivité locale? Et dépendamment duquel on choisit, je pense que ça a des implications importantes en ce qui touche le développement futur. On peut renforcer la cohésion territoriale régionale si on aligne les cadres décisionnels publics et les conditions socio-économiques et démographiques. À l'heure actuelle, comme je l'ai dit au départ, ces 2 réalités-là ne sont pas alignées du tout. Et je pense qu'il faut agencer les services et les infrastructures sur la base d'entités géographiques fonctionnelles, que ce soit les municipalités ou que ce soit les régions. Mais il faut que ça corresponde à des entités géographiques fonctionnelles. J'entends par là des entités géographiques qui, au-delà des barrières politiques et administratives, fonctionnent comme un tout de toute manière, au plan social et au plan économique. Et dans ceci, il sera important, évidemment, de reconnaître la complémentarité des zones urbaines, semi-urbaines et rurales au sein de chacune de ces entités. Encore une fois, que ce soit la municipalité ou la région. Et il est important aussi de reconnaître que la capacité d'intégrer les zones rurales à l'intérieur d'une entité de gestion ou une entité de gouvernance, cette capacité-là varie en fonction de la distance physique entre les zones urbaines et les zones rurales. Et au Nouveau-Brunswick, on est privilégié, à mon avis, dans le sens que les zones les plus rurales sont quand même relativement faiblement isolées des zones urbaines et semi-urbaines. Au Nouveau-Brunswick, il n'y a personne qui habite
un territoire qui est à plus d'une heure de route d'un centre de service, que ce soit des services publics ou des services privés. Il n'y a pas véritablement d'entité rurale ou de zone rurale réellement isolée, qui se comparerait, par exemple, aux zones rurales isolées de Terre-Neuve, Labrador, du Québec, de l'Ontario ou du Manitoba. Mais il faut absolument reconnaître que la gestion des rapports entre les zones urbaines, semi-urbaines et rurales a un impact sur le développement des régions, comme il a un impact sur le bien-être des collectivités qui composent ces régions ou ces municipalités. Et il faut faire un pas de plus de manière formelle en reconnaissant et en acceptant qu'on doit avoir une plus grande coordination au plan régional entre les politiques de développement social, les politiques de développement économique et les politiques de développement environnemental. En d'autres termes, ce que je suggère, c'est qu'on doit se diriger de plus en plus vers l'établissement d'un service public régional qui servirait à la fois la province ou le gouvernement provincial dans ses actions et dans ses programmes et qui servirait en même temps les municipalités ou les gouvernements locaux. Et je pense que ceci contribuerait à d'importantes synergies, à d'importantes efficacités, à d'importantes efficiences. Il faut absolument qu'on en arrive à l'adoption de plans stratégiques régionaux pluriannuels. La loi qui a créé les commissions de services régionaux, si je me rappelle bien, et Frédéric pourra peut-être tantôt me corriger là-dessus, mais si je me rappelle bien, il y avait une disposition dans cette loi-là qui prévoyait l'établissement ou le développement de tels plans stratégiques régionaux. À ma connaissance, ça devait se faire sur une base volontaire en vertu de la loi. Or, à ma connaissance, il n'existe aucun de ces plans stratégiques régionaux qui ont été développés suite à l'adoption de la loi en question. Il faut absolument arriver à établir de tels plans régionaux. Et finalement, c'est le dernier commentaire que je ferai avant de conclure, c'est qu'il faut en arriver aussi, en plus de ces plans stratégiques régionaux, à établir quelles sont les fonctions et les services qui devront être obligatoirement livrés sur une base régionale. Et ceci doit être établi dans une loi provinciale qui s'applique partout et non laissé à une action volontaire de la part des participants ou des acteurs en question. Donc, voilà pour l'essentiel de ma présentation. Et voilà, à mon avis, ce qui pourrait nous amener à une plus grande intégration, une plus grande collaboration, une plus grande intégration sur le plan régional qui correspondrait à une intégration qui existe déjà de toute façon au plan socio-économique. Merci. Merci beaucoup, Jean-Guy, pour la présentation. Je pense que ça suscite certainement des belles réflexions chez le public. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent ce matin, encore une fois, on vous rappelle, posez vos questions. On a la petite fonction Q&A dans Zoom, donc gênez-vous pas, posez vos questions. On revient justement avec M. Finn sous peu pour les répondre. Donc, notre premier invité aujourd'hui, Richard Saillant, est un économiste consultant en politique publique établi à Moncton. Richard est un ancien cadre du secteur public avec 20 années d'expérience dans le secteur gouvernemental et académique. Il a rédigé ou édité 4 livres, y compris Au bord du gouffre, Agir dès maintenant pour éviter la faillite du Nouveau-Brunswick et 2 pays, le Canada à l'ère de grands déséquilibres démographiques. Donc, Richard, bienvenue. Merci, François. Donc, voulez-vous nous donner un petit peu vos remarques ou vos pensées par rapport à la présentation de M. Finn? Oui, avec plaisir. Merci d'abord à tout le monde d'être là pour discuter de cet enjeu qui, selon moi, est primordial pour l'avenir du Nouveau-Brunswick. Mes commentaires vont porter sur un peu la thématique générale de la réforme de la gouvernance locale et puis de l'importance des principes dans ce processus-là. Parce que souvent, je pense que ce qui s'est produit largement à travers le temps, c'est qu'on a fait de la réforme sur la base ad hoc.
en ajoutant structure sur structure. Et puis, je pense qu'on est arrivé à un point où les principes deviennent fondamentaux, ne serait-ce parce que je pense que pour faire une réforme qui serait viable et qui serait optimale, il va falloir que ça devienne un projet de société. Ce n'est pas seulement un débat du monde municipal, ça va devoir devenir un projet de société. Parlant de projet de société, si on parle de ça, inévitablement, ça nous amène à chance égale pour tous. Je vais y arriver dans quelques instants. Mais d'abord, M. Phil nous a présenté un principe qui est fondamental. C'est celui qu'on ait un lien davantage organique entre la réalité socio-économique et la structure de gouvernance locale. Moi, un principe que j'aimerais apporter, puis ça puise un peu dans les travaux que j'ai faits dans les dernières années, c'est des principes sains en matière de fédéralisme fiscal et je m'expliquerai bientôt. Mais avant ça, je vais parler de chance égale pour tous parce qu'il faut se rappeler qu'avant chance égale pour tous, pour ceux qui sont plus jeunes, y compris moi-même, parce que je n'ai pas vécu la chose, mais j'ai lu sur la chose. Avant, chance égale pour tous, on avait véritablement une gouvernance régionale. C'était les comtés, il y avait des conseils qui étaient élus, si je ne m'abuse, et puis les municipalités étaient responsables, de même que des corps religieux, d'importants services, que ce soit en santé ou encore en éducation, et à peu près tous les autres services, administration de la justice, etc. Il y a eu une mouvance après la Deuxième Guerre mondiale pour davantage d'équité au sein de notre territoire. Ça s'est manifesté au niveau entre les provinces par des mécanismes de solidarité, inclus dans les différents programmes qui ont été mis en œuvre, mais aussi un système de péréquation qui a vu jour après, il y a eu des antécédents, mais vu jour en 1957. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est dans cette mouvance-là de vouloir une plus grande justice ou plus d'égalité des chances que la réforme des années 60 s'est inscrite. On ne pouvait pas continuer au Nouveau-Brunswick à avoir un régime balkanisé avec un comté de Gloucester qui battait de l'aile avec peu de revenus puis des infrastructures publiques qui étaient beaucoup moins imposantes qu'un comté, par exemple, comme Kings ou encore bien d'autres. Donc, il a fallu réformer, puis on est arrivé avec une structure où on voulait centraliser certaines choses pour assurer les chances égales pour tous, mais aussi on a fait la réforme municipale et on est arrivé avec une réforme qui était basée sur les principes. Ça n'a pas été facile, mais ça a été réussi. Parmi ceux-là, il y avait un principe de péréquation dans le financement entre les municipalités. On voulait s'assurer une certaine équité. Un des points centraux que j'aimerais faire, moi, c'est que peu importe comment on avance au niveau de la gouvernance locale et de sa réforme, il va falloir qu'on révise le principe d'équité parce que, selon moi, il commence à y avoir des écarts majeurs entre les capacités de certaines villes et certaines régions de fournir des services publics essentiels à leurs résidents. Si on regarde une ville comme Dalhousie, qui a perdu près de la moitié de ses résidents, dont l'âge moyen est d'environ 60 ans, et qu'on la compare à une ville comme Dieppe, qui a connu une explosion démographique et qui a connu des recettes qui ont cru à un rythme bien supérieur à Dalhousie, certes, la croissance démographique a une importante incidence sur les dépenses des villes, mais il reste quand même que Dalhousie doit fournir des services de base, que ce soit les services d'incendie, des services d'aqueduc, les services de route, avec une assiette fiscale beaucoup moindre qu'auparavant, et un principe de péréquation qui n'est plus aussi efficace qu'il ne l'aurait été auparavant. Donc, si on veut habiliter nos différentes régions à mieux collaborer, à mieux planifier, à se donner les moyens de leur ambition, il va falloir avoir une réflexion à l'échelle provinciale, selon moi, sur comment on s'assure qu'on reflète nos réalités socio-économiques, mais aussi démographiques dans nos structures institutionnelles. Et puis, il ne faut pas que le ad hoc, que la crise fiscale dans une ville donnée soit l'excuse pour faire une réforme avec des diachylons. Je pense qu'il faut voir plus large, il faut avoir un projet de société et inscrire tout ça dans une réforme plus globale de comment aller de l'avant dans l'après-pandémie. Je rêve sans doute en couleur, mais c'est ce genre de réflexion-là que j'aimerais vous laisser parce que selon moi, c'est fondamental à toute réflexion sur la façon de réorganiser la prestation des services locaux et la planification en région. Alors sur ça, je conclue mes commentaires. Merci beaucoup, Richard.
Justement, on revient avec vous dans quelques instants. Là. Il y a déjà beaucoup de questions qui commencent à rentrer. Encore une fois, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. On se dirige directement là-dedans juste après. Notre dernier invité, c'est Frédéric Dion. Donc, originaire de Kedgewick, Frédéric a complété une technique forestière en 1998 avant d'entreprendre en 2000 des études en sciences politiques à l'Université de Moncton, campus de Moncton. Il a joint les rangs de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick de 2004 à 2009. Son cheminement académique et professionnel l'a ensuite mené à Montréal et il a agi à titre de conseiller aux politiques à l'Union des municipalités du Québec de 2010 à 2011. Détenteur d'une maîtrise en administration publique, concentration analyse de gestion urbaine de l'École nationale d'administration publique du Québec, il a été directeur général de l'Association francophone des municipalités depuis novembre 2011 à février 2019, avant de faire un retour à ce même poste en janvier 2020. Passionné par les enjeux de gouvernance et de développement des communautés, Frédéric saisit chaque occasion pour se présenter à lui, pour participer à des débats publics et de mettre de l'avant ses idées, des projets ou des collaborations qui permettent de contribuer à l'essor de la communauté acadienne et francophone et à l'avancement du monde municipal. Donc, M. Dion, bienvenue. Merci beaucoup, François. Justement, merci. Vos propos par rapport à la présentation là, de M. Finn puis de Richard. Merci de l'invitation, François, et je remercie effectivement Jean-Guy d'avoir mis la table et d'avoir fait une présentation lucide, je vais dire, de l'état de la situation. Je vais faire un peu de pouce, en fait, poursuivre dans la direction que Richard a entamée dans ses commentaires, parce que c'était un peu dans cette direction-là où je planifiais y aller. Et moi, le principe qui me venait en tête lorsque j'écoutais Jean-Guy et lorsque je regarde la situation de la gouvernance locale, c'est le principe de subsidiarité. Ce qui veut dire, c'est lorsqu'on parle d'offrir des services à la population, il faut toujours se demander quel est le palier de gouvernement qui est le plus apte à livrer le service à cette population-là de façon efficace et évidemment de façon efficiente, évidemment. Et il faut se rappeler, si on se reporte toujours justement à chance égale, je vais le faire moi également parce que c'est un moment marquant là, dans la situation qu'on a aujourd'hui au Nouveau-Brunswick, c'est ce principe-là même qui a mené à la réforme qu'on a connue, qui a été si bénéfique pour les citoyens de l'ensemble de la province. Donc, on a voulu enlever des trop grands pouvoirs conférés à des gouvernements régionaux pour les centraliser à Fredericton, pour uniformiser certains services. Et là, évidemment, on pense à l'éducation, à la justice, à la santé et développement social. Donc, ces niveaux de services-là, il a été jugé que le palier de gouvernement le plus apte à les livrer de façon correcte à la population, c'était le gouvernement provincial. Et après ça, on s'est posé la même question, on a créé un vide, donc on a dit quels services maintenant doivent être offerts par une entité locale. Et évidemment, les communautés se sont organisées, et Jean-Guy l'a bien précisé, autour souvent de ce qui était la paroisse, donc souvent même une très petite entité où on avait une concentration plus importante de population dans le centre de cette paroisse-là. On a coupé, on a délimité des frontières géographiques et on a créé une municipalité pour offrir des services de proximité que sont, par exemple, services d'incendie, d'eau potable, d'eau usée par la suite. Après ça, évidemment, des infrastructures sportives, récréatives. Au fil du temps, se sont ajoutées d'autres responsabilités. Et c'est un peu aussi ce qui m'amène à dire que du point de vue de la gouvernance locale, Chance égale pour tous est une réforme inachevée parce que, encore là, Jean-Guy l'a mentionné, il devait y avoir la création d'une entité régionale qui était une espèce de conseil métropolitain pour gérer certains niveaux de services. Et ça n'a pas été fait, donc ça n'a pas été complété. On n'est pas allé au bout de cette réforme-là au niveau de la gouvernance municipale. Donc, Chance égale pour tous a eu des très grands bienfaits pour le Nouveau-Brunswick, mais au niveau de la gouvernance locale, on se retrouve aujourd'hui avec une réforme qui a mal vieilli et qui est inachevée et qui a mal vieilli. Je m'explique.
Donc, on a actuellement un morcellement de la gouvernance locale comme nulle part ailleurs au Canada, sauf peut-être l'île du Prince-Édouard. On a des enjeux et des priorités qui ne sont pas prises en charge localement et régionalement. Et je me réfère toujours au principe de subsidiarité. Là. Si on regarde tous les gouvernements municipaux à l'échelle du pays qui, aujourd'hui, évidemment, jouent un rôle actif au niveau du développement économique, au niveau de l'immigration, au niveau de l'aménagement du territoire, nous, on n'est pas là actuellement parce qu'on a des entités, disons, administratives qui sont trop petites, qui n'ont pas les capacités de prendre en charge ces responsabilités-là. Et aussi, on a aussi des iniquités fiscales et flagrantes majeures là, qui existent, qui se sont creusées au fil des années depuis Chance égale. Et je vais donner un exemple. La péréquation, qui était justement une façon de permettre aux municipalités d'offrir le même niveau de service à l'échelle provinciale, c'était 50% des revenus des municipalités en moyenne en 1970, au début des années 70. Aujourd'hui, on est rendu à une proportion de 8% des revenus. Donc, les iniquités, Richard les a fait mention tantôt dans ses commentaires, se sont effectivement creusées au fil des années et on les voit aujourd'hui. Et parce qu'on n'a pas réformé les structures et la fiscalité, on se retrouve avec des aberrations où on a une ville, justement, qui est la ville de Saint-Jean, qui est censée être une région industrielle riche, avec des capacités importantes, qui pourtant doit recevoir, bon an, mal an, 25 à 30% des argents de la péréquation. Donc, ça nous témoigne là, de lacunes majeures actuellement qu'il faut régler si on veut relancer notre province. Et moi, je tiens à dire que si on a des problèmes importants au Nouveau-Brunswick à tous les niveaux, ils ont leur origine en grande partie en raison des lacunes et des disparités qui existent au niveau de la gouvernance locale. Si on ne réglera pas ça, on aura la difficulté à, disons, travailler puis à avoir des communautés et une province là, prospère dans l'avenir. Merci beaucoup, Frédéric, pour ces propos. On a beaucoup de questions du public qui rentrent, donc je pense qu'on va ramener Richard puis Jean-Guy. Justement, la première question, vraiment intéressante, ça tourne beaucoup avec ce qui a été mentionné. Là. Dans un scénario où des entités régionales formelles seraient mises en place, quelle serait la place ou le rôle des élus locaux? L'intégration mènerait-elle à une refonte du cadre démocratique de l'échelle locale versus de l'échelle régionale? Puis, dans ce sens-là, est-ce qu'on a trop d'élus locaux? Donc, M. Finn, je vous donne la parole. Oui, mais je pense que, comme et Richard et Frédéric l'ont souligné, il faut absolument aborder toute cette question-là de manière globale. On ne peut pas s'attaquer uniquement à un aspect du problème. Il faut s'attaquer à l'ensemble de la problématique. Et si on doit se donner des entités de gouvernance locale viables et qui ont une certaine capacité au plan, tant au plan de la démocratie locale qu'au plan de la livraison des services, il faut que ces entités-là soient d'une certaine échelle. On ne peut pas fonctionner, évidemment, avec des entités qui comptent une centaine de personnes ou 150 personnes, comme c'est le cas à l'heure actuelle dans certains milieux. Donc, ce que je vois, moi, personnellement, c'est la création d'entités locales plus vastes, plus larges, qui englobent donc une plus grande population, un plus grand territoire et une base de taxation plus large. Donc, ceci devrait nous mener à probablement la création d'une cinquantaine au maximum, cinquantaine de municipalités d'une certaine taille, d'une certaine capacité donc fiscale. Une fois que ceci est accompli, je pense que vous aurez à ce moment-là des entités qui sont viables et à laquelle on pourrait appliquer un principe de péréquation, comme il en existe un dans les années 60 suite à l'adoption du programme de Chance égale. Et là, évidemment, si on adopte un principe de péréquation dans des circonstances comme celle-là, c'est évident que tout le monde ne peut pas recevoir le fruit de la péréquation. Ça veut dire,
par définition, qu'il y a certaines municipalités qui n'en recevront plus de péréquation, alors que d'autres qui en recevront. Alors, dans mon scénario, je ne vois pas la ville de Saint-Jean, par exemple, recevoir de la péréquation si on avait une cinquantaine de municipalités. Il y aurait probablement une dizaine de municipalités sur 5 ans qui en recevraient. Les autres seraient capables, de par leur base de taxation, de vivre par elles-mêmes sur le plan fiscal. Maintenant, une fois que ces municipalités-là sont établies, le cadre de coopération régionale, à ce moment-là, peut être mis en place. Comme il a été mis en place dans certaines autres provinces, comme au Québec avec des municipalités régionales de comté, comme en Colombie-Britannique avec leur structure régionale. Ça ne veut pas dire que c'est un autre niveau de gouvernement. Ça veut dire simplement que les élus municipaux des nouvelles municipalités, la cinquantaine, sont ceux qui, effectivement, participent à la structure régionale. Et ça ne veut pas dire non plus que ce sont tous des élus, évidemment, qui participent à la structure régionale. Et ça ne veut pas dire non plus que cette structure régionale a une autorité de taxation. Dans mon scénario à moi, les autorités régionales n'ont pas d'autorité de taxation. Donc, ce sont les municipalités participantes qui alimentent la structure locale. Alors, voilà comment le scénario en pratique pourrait s'appliquer. Frédéric, puis Richard, avez-vous des propos par rapport à cette réponse-là? Oui, en fait, c'est là où un peu, moi, je peux diverger de la proposition de M. Finn, dans la mesure où, en fait, on se rejoint sur bien des points, mais je crois aussi qu'il faut des seuils minimaux, je veux dire, seuils minimaux, je peux m'exprimer pour déterminer la viabilité des communautés et des entités. Ça, c'est clair. Donc, on le sait aujourd'hui qu'il y a des entités qui ne sont pas viables et on le voit, elles ont très peu de capacité, on gère à la petite semaine et on ne peut pas prendre en charge certaines des responsabilités, je veux dire, nouvelles là, qu'ont hérité au fil du temps les municipalités. Mais il y aurait peut-être lieu de quand même voir à la création d'entités municipales viables, sans avoir un chiffre précis. Donc, est-ce que c'est 50, 60, 75? Je ne sais pas. Et miser encore sur les commissions de services régionaux qu'on a actuellement, mais en leur donnant des pouvoirs accrus sur certains niveaux de services. Donc, puis en ayant aussi une flexibilité selon les régions, et je vais donner comme exemple, par exemple, l'eau potable et les eaux usées. Est-ce que ça devrait être un service qui est géré régionalement, planifié et géré régionalement? Si on voit les liens étroits qu'il y a à faire avec l'aménagement du territoire, le développement des infrastructures, c'est clair que ça devrait l'être. À ce moment ici, est-ce qu'on dit, ça devrait faire l'objet de la création d'une commission régionale? Dans certains cas, oui. Dans certains cas, il y en aurait peut-être 2 dans les régions des CSR. Ça pourrait être le cas parce que des fois, on a des pôles dans certaines régions qui demandent un peu de flexibilité. Mais dans ma tête, c'est clair qu'on doit aussi voir que la population ait accès à un gouvernement local sur l'ensemble du territoire et qu'on puisse quand même garder un certain niveau de pouvoir au niveau très local et je veux dire même communautaire sous la base des anciennes municipalités pour certains services comme peut-être les services récréatifs communautaires où on a un sentiment d'appartenance et où souvent même ce sont des organisations bénévoles qui ont bâti ces infrastructures-là. Et ça, c'est peut-être plus pour des raisons politiques, mais aussi pour éviter, parce que une réticence trop grande, mais également parce qu'il y a toujours un désir des citoyens de voir qu'elles ont un pouvoir sur certains services, une maîtrise sur certains services pour lesquels elles paient pour et aussi pour qu'elles bénéficient. Donc, il y aurait peut-être lieu de déterminer certains niveaux de services qui pourraient être gérés peut-être par quartier, je vais dire de même, par arrondissement. On peut reprendre le modèle de Montréal et je ne veux pas rajouter des couches de gouvernance, c'est pas ça du tout. En fait, je pense qu'on peut les réduire, mais en planifiant des gouvernements locaux avec des responsabilités, des municipalités avec des responsabilités peut-être moindres et en amenant certaines responsabilités au niveau régional qui sont actuellement gérées localement. Et moi, je suis assez à l'aise avec les régions qui sont actuellement définies, mais il faut quand même avoir peut-être un peu de flexibilité pour
ou la mise en place, c'est-à-dire le développement des services régionaux là, dans certaines de ces régions-là, parce qu'il y a des pôles, des fois, qui sont un peu différents. Il faut toujours avoir en tête aussi la question des communautés d'intérêt. Je pense que sans parler de paroisse, sans parler de paroisse religieuse, civile, peu importe, là, mais je pense que la notion de communauté d'intérêt, surtout quand on va venir à dire quels services peuvent être gérés strictement au niveau local, bien là, à ce moment-là, ça peut être la bonne entité pour définir notre entité municipale, mais c'est clair qu'il faut avoir une gouvernance régionale, une planification régionale pour plusieurs des services et en tête de liste, c'est évidemment l'aménagement du territoire. Merci. Puis, Richard, avez-vous quelque chose à ajouter là-dessus? J'ai presque le goût de donner mon temps à M. Finn, savoir s'il voulait répondre à Frédéric. Non, je reconnais que le nombre de municipalités, que ce soit 50, 60, 40, ça m'importe peu. Ce que je dis, c'est que le principe devrait être d'établir des municipalités qui sont viables et qui demanderaient une formule, qui demanderait une péréquation, mais une péréquation limitée. Si tout le monde a besoin de péréquation, évidemment, ça n'a pas de sens. Deuxièmement, en ce qui touche les régions, je suis d'accord avec Frédéric aussi que les régions telles qu'on les a définies sous les commissions de développement régional, je pense que ça correspond à un certain degré d'intérêt commun dans ces territoires-là, un certain degré. Et ça correspond aussi, dans une certaine mesure, à un certain degré d'intégration socio-économique déjà existante à l'intérieur de ces territoires-là. Par exemple, si vous prenez les 8 de ces 12 régions-là, 8 de ces 12 régions-là sont ancrées par une entité centrale qui sert vraiment l'ensemble du territoire à plusieurs égards. Alors que ce soit à Moncton, à Saint-Jean, à Bathurst, à Edmundston, peu importe, il y a déjà là, à une cinquantaine de kilomètres ou à peu près autour de ces centres de population-là, il y a une certaine communauté d'intérêt qui s'est développée, un certain partage déjà sur le plan socio-économique. Il s'agit de voir ce qu'on appelle en anglais des commuting patterns, puis il s'agit de voir où est-ce que les gens accèdent à leurs services, que ce soit des services privés ou publics, et ainsi de suite, et où est-ce que les gens vont pour des fins récréatives, et ainsi de suite. Tout ça, évidemment, à l'intérieur, je pense qu'il est possible d'avoir des entités géographiques, régionales, cohérentes, largement, tant au plan socio-économique qu'au plan politique et administratif. Il y a certaines de ces entités géographiques et régionales-là qui seront par ailleurs probablement largement rurales de par leur nature. Il y en a peut-être 4 ou 5 là, qui sont dans la province, probablement 4, je dirais, qui n'ont pas un tel centre de population, si vous voulez, qui sert d'ancrage au reste de la population. Mais ça, c'est la réalité du Nouveau-Brunswick, mais je pense que le concept de région ou de partage régional est aussi valable pour ces 4 régions-là qu'il serait pour les autres régions qui comptent un centre de population ou de service, si vous voulez, majeur. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait en discuter pour longtemps. On pourrait certainement en reparler au podcast. Mais on a une autre question qui nous vient. Comment convaincre le gouvernement du Nouveau-Brunswick de la nécessité d'élaborer une politique de développement régional qui sera couplée à une vigoureuse stratégie démographique dans un contexte où l'intérêt ne semble pas être présent? Donc, Richard, je vous donne le premier mot, puis je vois beaucoup là, de hochements de tête. Là, je pense que ça pourrait être intéressant. Au niveau du développement régional, moi, honnêtement, je pourrais vous en parler très longuement, là, mais selon ce que je comprends, dans le contexte ici, c'est plus large que ce qu'on entend typiquement par développement régional et politique de développement régional. Là. Donc, je vous dirais qu'il va y avoir urgence en la demeure éventuellement. Le Nouveau-Brunswick n'est pas nécessairement configuré présentement de manière viable au niveau global parce qu'on a un phénomène que vous connaissez tous, qui est le vieillissement démographique, qui est très important. Donc,
À mon sens, moi, cette conversation-là va nous être forcée éventuellement. La question, c'est est-ce qu'on va découvrir le courage politique pour la régler avant que ça devienne une mesure d'urgence ou une chose, pas parler de mise sous tutelle, mais Terre-Neuve et Labrador est présentement en train de faire une mise à jour économique et fiscale. Je suis sûr que ce n'est pas très joli là-bas. Donc, je ne dis pas qu'on est rendu là au Nouveau-Brunswick, mais ce que je dis, c'est qu'on fait face à des vents qui sont défavorables. Donc, comment arriver à cette conversation-là, sachant très bien qu'on a un gouvernement minoritaire, une césure importante, nord-sud, français-anglais. Donc, je ne sais pas si on va trouver ce courage-là, mais fondamentalement, c'est pour ça que j'ai commencé en parlant de discussion de principe et d'en faire un projet de société. Il y a une discussion plus large sur l'avenir, la prospérité globale du Nouveau-Brunswick qui va avoir cours. Cet élément-là devrait en faire partie. Mais je n'ai pas de solution magique. Si je pouvais ajouter à ce que Richard vient de dire, je pense qu'on doit absolument mieux synchroniser, harmoniser les efforts de développement de la part du gouvernement provincial et de la part des collectivités locales. À l'heure actuelle, vous avez un éparpillement là qui est tout à fait, à mon avis, nuisible. Vous avez, au niveau provincial, toutes sortes d'entités géographiques de développement différentes. Et vous avez, au niveau local, la même chose. Et même à l'intérieur d'une région, vous avez de multiples agences qui sont censées s'occuper de la même mission ou d'avoir la même mission. Je donne des exemples. Par exemple, dans la région de Saint-Jean, à l'heure actuelle, vous avez 5 entités différentes de développement économique, plus les entités qui sont sous l'égide du gouvernement provincial dans la région de Saint-Jean. Et il n'y a rien de tout ceci qui coïncide. Tout ça est un peu disparate. Et donc, vous avez une fragmentation et vous avez un manque de synchronisation qui est évident là. Et évidemment, ça mène à des coûts qui sont absolument pas nécessaires, à mon avis, au plan de développement. Donc, il y a une harmonisation, une synchronisation à établir sur ce plan-là. Si je peux me permettre, je pense que de telles politiques, il y a des initiatives là, qui sont faites de temps à autre dans les régions sur une base souvent plus volontaire parce qu'effectivement, il n'y a pas de structure qui prend réellement en charge ou qui a la responsabilité de le faire. Donc, c'est chacun pour soi un peu et donc, on a des bonnes intentions, mais on n'arrive jamais à avoir quelque chose de cohérent et qui est mené par une entité, justement, qui voit au plein déploiement d'une telle politique, qui, effectivement, doit être complémentaire avec les orientations du gouvernement provincial. Et c'est un peu aussi une des lacunes importantes de Chance égale, c'est quand on a rapatrié toute la question du développement économique à l'échelle de la province, on a créé des vides dans les régions et on a dit le développement économique, ça va se faire à partir de Fredericton, ça va se faire d'en haut vers le bas. Et évidemment, ce n'est pas de même que ça fonctionne. Et actuellement, il existe évidemment dans les municipalités où on a plus de capacité, et je vais nommer par exemple, disons, Edmundston ou Bathurst, on a évidemment des structures, et on peut prendre le 3+ à Moncton également. Donc, on a des structures qui permettent là, de s'occuper un peu de développement économique, mais encore, il n'y a pas une démarche réellement régionale pour le faire. Et surtout dans les régions plus rurales, on ne peut pas le faire sur une base locale. On ne peut pas parler de développement économique là, dans une municipalité de 1000 personnes. On ne peut pas mettre en place des démarches cohérentes et structurantes là, dans une si petite entité. Donc, il va falloir, et on revient là au rôle du gouvernement provincial, il y a un ménage important à faire. Il y a une adéquation entre les structures provinciales et les structures locales. Et moi, j'aimerais qu'on arrête de blâmer les régions et les communautés, surtout celles, par exemple, quand elles répondent non à un plébiscite, quand elles ne se regroupent pas, bien, il faut chercher à comprendre pourquoi elles ne se regroupent pas. Les conditions ne sont pas là, les structures ne le permettent pas, les règles fiscales sont défavorable à toute région qui veut se regrouper. Il y en a qui l'ont fait malgré tout. On a réussi à convaincre des gens et il y en a qui ont été de l'avant malgré tout, sachant qu'ils devaient payer plus cher de taxes, malgré que les services n'allaient pas changer.
mais on ne leur a pas donné beaucoup d'avantages à le faire. Donc, on ne leur a pas dit, bien, vous allez être responsable de ci, de ça, vous allez pouvoir travailler là-dessus, et voici des moyens pour le faire également. Donc, la clé de voûte, là, c'est la province qui la détient. Et tant que les règles du jeu ne seront pas changées, on va perdurer dans un environnement, je vais dire, moribond, où chacun fait ce qu'il peut avec les structures actuelles. Juste très rapidement, j'ai entendu le sens du développement économique régional au sens très large. Pour moi, chaque palier de gouvernement a un rôle clé à jouer. Et selon moi, le rôle fondamental dans les années à venir pour le développement de chaque région, ça peut paraître abstrait ce que je vais dire, mais c'est le gouvernement fédéral parce qu'il contrôle l'immigration. Numéro 1, ça va être le défi principal du développement économique au Nouveau-Brunswick. Numéro 2, contrôle aussi les transferts fédéraux qui vont être fondamentaux à l'équité et à la prospérité, et à notre capacité d'attirer des gens ici dans la province. Donc, chaque palier va avoir un rôle très important dans tout ça. Merci beaucoup, Richard. Donc, justement, pour terminer la session, on s'entend que la collaboration régionale, c'est quelque chose de vraiment important. Justement, en sortant là, de la crise du COVID-19, est-ce qu'il y a une opportunité précise pour innover en termes de collaboration régionale? En 1 minute, on peut commencer avec Frédéric. Ben, je ne sais pas. À chaque petite crise, c'est sûr que là, c'est une crise sans précédent, là, mais je pense qu'il y en a eu d'autres dans les dernières années, des situations qui étaient peut-être régionales aussi. Puis là, on se disait, ben, voici peut-être une belle occasion qui justifie là, de travailler ensemble ou qui va forcer le gouvernement à changer les règles du jeu et ça ne survient pas. Donc, moi, je ne me fais pas d'illusions. J'ose espérer quand même là, qu'on va trouver le courage politique pour le faire, mais je pense qu'il faut le faire correctement. Je pense qu'il faut avoir une approche là, globale. Et Jean-Guy le répète, là, on ne peut pas changer la fiscalité sans changer les structures de gouvernance. Les deux sont intimement liés. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Donc, il va falloir, comme on dit, là, prendre à bras-corps là, ce problème-là une fois pour toutes et le régler. Mais ça va prendre de la volonté politique et aussi le faire en concertation avec les acteurs. Même si au final, ça va être le gouvernement provincial qui va trancher, qui va décider. Je pense qu'il y a une démarche qui peut être menée, entamée, en travaillant avec les partenaires, puis avec des gens qui ont les connaissances aussi dans le domaine pour mener une autre réforme, une chance égale pour tous 2.0, comme on a besoin depuis si longtemps. Jean-Guy, vos derniers propos là-dessus, là, en 1 minute? Oui, ben, il y a peut-être une fenêtre, peut-être. Je dis peut-être, ben, il y a peut-être une fenêtre qui s'ouvre. On a observé une certaine collaboration qui a été générée par la crise entre les partis représentés, les partis politiques représentés à la législature. Est-ce qu'il est possible d'envisager qu'une telle coopération entre les différents partis pourrait se transférer sur des questions comme celle de la réforme de la gouvernance locale? Peut-être. Je pense que si le gouvernement actuel, même s'il est minoritaire, avait un plan cohérent à cet égard-là, un plan global cohérent, que ce serait à ce moment-ci, je ne sais pas si ça va durer, mais à ce moment-ci, je pense que si le gouvernement provincial déposait un tel plan, ça serait difficile pour les partis d'opposition de s'opposer de façon systématique à une telle proposition. Encore une fois, pourvu que cette proposition-là soit globale et cohérente. Bon, ben sur ce, monsieur, puis le public, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour notre 2e épisode de la série Virage. On vous rappelle que toutes nos conférences sont enregistrées. Si vous avez manqué celle-là de la semaine de mardi, je veux dire, c'est tout disponible sur notre site web viragenb.ca. Donc, la semaine prochaine, on touche le sujet de l'économie du Nouveau-Brunswick. Je pense encore que ça va être bien intéressant. Donc, plus précisément, comment on priorise les partenariats et les investissements qui assurent une croissance et un rétablissement. On analyse aussi quel nouveau modèle d'investissement et d'efficacité devrait-on considérer. Donc, pour plus d'informations sur nos panélistes, nos conférences, puis le podcast, on vous invite à visiter notre site web viragenb.ca. Donc, juste après la conférence aussi, pour ceux qui veulent continuer à faire partie de la discussion, vous pouvez joindre le podcast en direct, encore une fois, sur notre site web viragenb.ca. Donc, sur ce, bonne journée à tout le monde, puis à la prochaine. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.